Écoutez, merci à vous. Et donc, si Sébastien nous rejoint, ce sera effectivement tant mieux. Donc, on est là pour traiter ce sujet très complexe de la détection des objets non identifiés. Donc d'une manière globale, eh bien ça intéresse de plus en plus les activités maritimes. Pourquoi ? Parce que on est dans dans une évolution de l'automatisation, de l'autonomisation des bateaux et plus largement de la dronisation de l'espace maritime. Pourquoi ? Parce que la technologie le permet et les marchés vont quelque part solliciter cette technologie, le demander. Je pense à la gestion des champs d'éolien en mer, je pense à la surveillance environnementale. Tout à l'heure, je parlais de protection de l'océan. Pour bien protéger l'océan, il faut anticiper. Pour anticiper, il faut avoir énormément de points de mesure. On a parlé au One Ocean Summit de jumeaux numériques de l'océan. Donc, il faut encore plus observer. Pour observer, il nous faudra effectivement des engins autonomes parce que c'est pas avec des bateaux armés. Et donc, il va falloir multiplier effectivement les acteurs. Et donc, cette dronisation, ces bateaux autonomes, eh bien, ils vont devoir naviguer en sécurité avec effectivement des risques de collision. Donc là, voilà, c'est un panel qui est vraiment très large dans les activités maritimes. Après, si je viens effectivement au sujet du nautisme, eh bien, là aussi, ce sont des bateaux qui sont de plus en plus automatisés. Il y a de plus en plus de pilotes automatiques. On fait de moins en moins attention. Chaque année, chaque été, il y a des exemples qui sont parfois incroyables, et donc il faut pouvoir prévenir la collision avec de l'assistance technologique. Et dans tout ça, on a quand même un très fort driver qui est exigeant, qui est celui effectivement de la course au large. Pourquoi ? Parce que les exigences fonctionnelles, les exigences techniques sont encore plus importantes. Et puis la course au large, Dieu merci, il y en a beaucoup. Et là aussi, on a des exigences calendaires qui nous mettent un peu face à ces défis. Pour vous donner quelques exemples, un bateau qui déboule à 40 nœuds, c'est 20 mètres secondes. Eh bien, 20 mètres secondes, si on a une portée de détection de 200 mètres, on a 10 secondes pour réagir. Voilà. Et donc le système, il doit apporter une détection extrêmement fiable pour que la manœuvre qu'on va générer derrière, elle soit parfaitement appropriée. Et donc de s'intéresser à l'innovation dans le domaine de la voile de compétition, qui peut plus, peut le moins, on aura des produits qu'on va pouvoir déployer de manière beaucoup plus large après sur le spectre du maritime et du nautisme. Voilà, donc ça c'est pour planter un petit peu le décor. On a deux domaines qui sont distincts. On a le domaine du dessus de la surface et puis sous l'eau. Donc dessus de la surface, on va pas dire que c'est plus facile, mais en tout cas on a d'ores et déjà des solutions, opératoires. Sous l'eau, c'est beaucoup plus complexe parce que la propagation de ce qui permet de communiquer, c'est principalement le son. Elle obéit à des modèles à la fois géométriques, énergétiques et qui sont très compliqués. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution sur la détection des objets sous-marins non identifiés. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faille pas chercher à innover et à rechercher des solutions. Et on est là pour en parler. Donc, on va commencer par la problématique au-dessus de la surface. Et donc, je vais poser la première question à Claire Vaillet, donc qui représente la classe IMOCA. Claire, donc tu es responsable en stratégie environnementale à la classe, qui est une association donc qui représente les équipes et les skippers. Et donc moi j'ai deux questions pour toi. C'est finalement en deux mots, c'est quoi la classe ? Et puis après, quel est le besoin opérationnel de ces équipes et de leurs skippers ? Et derrière, on entendra les porteurs de solutions. Merci Fred. Bonjour à tous. Donc oui, pour rappeler peut-être le rôle de la classe IMOCA, donc c'est une association qui représente les skippers. Donc les membres de l'association sont les skippers. Et le rôle premier de la classe, c'est de garantir l'équité et la sécurité des bateaux qui partent sur les courses. Et donc notamment en écrivant des règles qu'on appelle les règles de jauge. Et donc ces règles, elles évoluent. Et aujourd'hui, on a un pilier qui
qui est de plus en plus présent, c'est celui de l'innovation et de la performance durable. Et donc l'objectif, un des objectifs sur lequel on travaille depuis près de 3 ans maintenant, c'est de limiter aussi l'impact de manière globale à la construction des bateaux et l'impact, notre impact. Et ça comprend aussi l'impact sur potentiellement la faune, la flore en tout cas qu'on peut avoir lors de nos courses. Et donc la thématique des collisions, elle a toujours été présente, mais c'est un sujet auquel on fait face de plus en plus, puisqu'on a des bateaux qui sont de plus en plus performants, de plus en plus rapides, et donc qui prennent de plus en plus de risques d'avoir des collisions, avec des collisions potentiellement aussi de plus en plus graves. Et donc un cahier des charges aussi très exigeant, qui nécessite d'avoir des capteurs et des solutions embarquées qui répondent à des besoins de fiabilité pour que les marins puissent faire confiance aussi et naviguer en toute sécurité sur leur bateau pendant les courses. Ok, merci beaucoup. Et donc, dans la continuité de ces exigences, pour y répondre, donc avec Régis qui est ici parmi nous, donc vous avez travaillé à l'élaboration d'un cahier des charges qui s'est traduit par un appel à manifestation d'intérêt publié par la classe IMOCA et le pôle mer Bretagne-Atlantique dans la perspective du Vendée Globe 2024. Et donc ça, c'est une sollicitation aux industriels, un appel à idées, et trouvez-nous quelque part une solution encore plus performante que ce qui existe déjà, parce qu'il y a des choses qui existent. Et pour le prochain Vendée Globe, et l'échéance est très proche. Et donc un consortium s'est dégagé pour répondre à ce challenge. Donc il réunit 2 sociétés, Pixel-sur-Mer et puis CI. Et donc on a 2 éminents représentants qui vont venir nous parler donc d'un projet qu'ils ont élaboré et qu'ils sont en train de conduire, qui s'appelle Oscar Exocet. Donc c'est un projet qu'on a labellisé au pôle mer. Et donc il concilie 2 technologies. Donc je vais poser je dirais les premières questions donc à Vincent Drévillon qui est directeur des programmes et du développement chez Pixel-sur-Mer, donc qui est une société à la fois brestoise et lorientaise. Donc pour la partie un petit peu je dirais globale du projet, quels sont finalement les grands domaines, les grands objectifs opérationnels et fonctionnels de cette solution. Et puis après on s'intéressera à une source de détection avec Gaëtan et CI, et qui équipe déjà les bateaux. Donc à toi pour cette première question, Vincent. Juste 30 secondes pour la présentation de Pixel, pour bien comprendre la structure du consortium. Nous, on est une entreprise de 25 personnes basée à Brest et à Lorient, comme tu le disais. On conçoit, on développe et on installe des systèmes électroniques embarqués pour, au départ, les bateaux de course à la voile, mais de plus en plus sur différents supports du transport maritime, sur des problématiques de gestion de la donnée, de l'acquisition et du management de la donnée, sur des problématiques de pilotage automatique en course, mais aussi aujourd'hui répondre à des problématiques de pilotage en vol des bateaux, donc des bateaux de course à la voile, mais aussi des bateaux concept qui sont encore des preuves de concept aujourd'hui à destination du transport maritime. Donc c'est un peu ce panel-là qu'on peut présenter aujourd'hui au sein de l'expertise de Pixel-sur-Mer, et ça répond entièrement au sujet que tu évoques, qui était de concevoir et de se réunir et de réunir des compétences pour concevoir un système complet d'évitement d'obstacles. Donc nous, notre partie, alors on est avec CI, Pixel-sur-Mer, et il faut rajouter un 3e partenaire dans le consortium qui est très important, qui est l'ENSTA Bretagne, et qui intervient avec nous sur la partie robotique et pilotage. Donc effectivement, on a toute la chaîne de systèmes de détection existants et futurs, parce que ce sera ouvert à des futures technologies qui pourraient être présentées en termes de détection d'obstacles. Nous, on s'occupe de la partie fusion de données, c'est-à-dire de fiabiliser l'ensemble des informations des différentes technologies de détection.
et puis de concevoir des algorithmes d'évitement d'obstacles avec des consignes données au pilotage automatique. Et ça, à tous les pilotages automatiques, c'est en tout cas l'objectif et le concept d'une solution un peu universelle, c'est de créer une solution qui serait adaptée et adaptable à tous les systèmes de pilotage automatique. Donc on répond aux différents pilotes automatiques de la course à la voile, mais c'est aussi pour répondre plus tard au pilotage de différents supports dans le domaine du transport maritime. Donc on a aujourd'hui différentes solutions de détection, dont une qui est très performante et qui le sera encore plus, j'espère, c'est la solution de CI. Écoute, merci beaucoup, c'est très clair. Merci d'avoir rappelé comme partenaire académique l'ENSTA Bretagne. Voilà, comme tout le monde le sait, qui est implanté à Brest, donc un autre acteur breton, et c'est important de le souligner parce que c'est aussi notre façon de travailler au pôle mer, qui est de réunir effectivement deux catégories d'acteurs très importants, très complémentaires, que sont les entreprises d'un côté, et puis les laboratoires, les acteurs académiques qui agissent dans le domaine de la recherche et de faire travailler tout cela en synergie. Et également, on voit que là aussi, on est sur sur des sujets importants d'objets connectés, d'informations qu'on va intégrer et fusionner. Donc cette fois-ci, c'est pas pour des applications portuaires, mais c'est sur du pilotage de bateaux dans des conditions exigeantes. Et donc, pour alimenter tout ça, effectivement, eh bien, il faut de l'information. Et donc, on va écouter Gaëtan, qui va nous parler de ce que fait actuellement CI et de ce que va faire CI dans le cadre du projet. Bien, bonjour à tous. CI, avant de porter ce nom, s'appelait en fait Oscar, et Oscar, c'est un projet qui est né il y a 4 ans maintenant, et je vais un peu revenir vers la classe IMOCA parce que il est né en fait d'une rencontre d'un jeune ingénieur franco-allemand de l'automobile avec le délégué général de la classe IMOCA que j'étais en fait à cette époque-là, et le jeune ingénieur naviguait de nuit et a cherché un système pour savoir ce qui se passait devant son bateau la nuit. Il l'a pas trouvé, et en faisant cette recherche, il a entendu parler de la classe IMOCA, des différents skippers et de leurs problèmes, et il s'est dit j'ai quelque chose à faire avec eux. On s'est rencontrés effectivement très vite. J'ai senti qu'il y avait l'opportunité d'avoir un système léger qui ne consommait pas et qui permettait de mieux appréhender ce qui se passait devant. Et j'ai réussi à mettre autour de la table le CAM, Ryu, Gabar, le Cléache. Donc Oscar est né en fait de cette rencontre. Et là, on s'aperçoit effectivement que la course à la voile, la course océanique et la classe IMOCA en particulier sont vraiment des gens qui participent énormément à cette innovation. Et nous, ça nous a permis d'avancer sur des bases qui nous ont fait faire ce premier système que j'ai amené avec moi. Donc qui est un système c'est un capteur. Il y a 2 caméras infrarouges et une caméra couleur. C'est un capteur qui envoie en fait une image à une intelligence artificielle. Donc l'utilisateur peut voir l'image effectivement, mais surtout l'intelligence artificielle l'analyse à sa place. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir quelqu'un derrière un écran. On est prévenu s'il y a en fait une anomalie devant le bateau. Alors cette anomalie, on l'appelle objet non identifié. Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de l'identifier, parce que si on l'identifie, c'est qu'elle est là. Évidemment, on a encore beaucoup de soucis. On a, comme vous le savez, la mer bouge. Il y a pas mal de vagues. Une vague, ça peut signifier la présence de quelque chose, la présence d'une bouée, d'un conteneur, d'un homme à la mer, ou rien du tout. Et toute notre difficulté, c'est d'analyser cette image et de déduire si effectivement la vague représente un obstacle ou pas. Et pour avancer, on a besoin d'analyser l'image, on a besoin de confronter cette analyse avec d'autres capteurs comme le radar, l'AIS, et c'est entre autres sur ce territoire-là, sur le territoire de la fusion de données, qu'on travaille avec Pixel. Donc c'est ce qui nous a rapprochés et qui nous a fait répondre à cette AMI en pensant effectivement que les 2 sociétés sont complémentaires. Dans un premier temps, pour délivrer une très bonne information, une information sûre qui va permettre d'agir sur le pilote automatique pour éviter cette collision. Et évidemment, toute cette technologie qui, dans un premier temps, est très liée à la sécurité, peut être utilisée dans le cadre de ce dont vous parliez tout à l'heure, la dronisation. Évidemment, c'est un élément pour permettre une conduite automatique.
Ben, c'est très clair. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'on veut chercher à détecter, ben, ce sont des objets de forme multiples. Donc, ça peut d'abord être des bateaux. Hein, oui, en phase d'atterrissage et je dirais de densification du trafic maritime. Ça peut être des bouées dérivantes parce que là aussi, pour observer je dirais mieux comprendre l'océan, ben, on a besoin aussi de ces capteurs et donc ça peut être également être source de collision. On parlera tout à l'heure effectivement des cétacés qui sont au-dessus de la surface ou sous l'eau. On a parlé, tu as évoqué les containers, mais ça on va l'évoquer avec Sébastien. Donc des sources finalement qui sont multiples. Dans des conditions d'environnement qui sont quand même assez exigeantes, donc une plateforme qui est mouvante, des sources de détection qui doivent aussi être diversifiées. Donc on a parlé d'optronique, enfin d'optique, d'infrarouge. On a parlé effectivement de complémentarité avec de l'AIS, du radar, peut-être aussi du lidar, donc du laser en source de détection. Il y a peut-être des recherches là-dessus. Oui, je pense que ça sera un tout petit peu plus tard. C'est le problème du lidar, c'est qu'il ne voit pas très loin. Effectivement, il est extrêmement précis et en fait, il vous envoie une image en 3D tout de suite, donc ce qui est très très intéressant. Mais je pense que c'est une technologie qui va être utilisée dans la phase d'évitement. Par contre, pour voir ce qui se passe au loin, le premier outil, c'est en fait le radar. Le nôtre prend le relais, on va dire jusqu'à 300. Entre 200 et 300 mètres, on apporte vraiment une réponse précise. Et ensuite, quand on se rapproche encore de cet objet, on peut imaginer que le lidar contribue effectivement à permettre de prendre la bonne route. Donc vous voyez qu'on est sur des portées qui sont pas énormes. Hein. Tu as cité effectivement 300 mètres, peut-être un petit peu peut-être un petit peu plus loin, mais c'est pour fixer un petit peu un ordre de grandeur. L'automatisme est effectivement important. Il faut réagir très vite et la machine peut être beaucoup plus rapide que l'homme dans ce cas-là. Oui. Et alors voilà. Ceci dit, comment dire, tout à l'heure sur la table ronde précédente, on parlait de ce drone capable de voir ce qui se passait devant. Et effectivement, la question arrive à quelle distance on peut voir ce qui se passe. Et tout ça, c'est une notion de pixels. Donc, plus vous avez de pixels, plus ça se voit, donc plus le bateau est grand, plus il se voit, et c'est la combinaison de tout ça qui fait que, notre système peut voir jusqu'à l'horizon, mais des gros bateaux. Par contre, pour voir la tête d'un homme, on est beaucoup plus à l'aise à 150 mètres. Donc, il faut trouver le bon outil au bon moment. Voilà. Et avec effectivement un vrai besoin de fusion de données pour avoir la détection la plus fiable possible et la manœuvre optimisée. Je ne sais pas si Vincent, tu veux compléter. Non, tout a été à peu près dit. L'objectif, effectivement, comme je disais au tout début, c'est d'utiliser l'existant en termes de technologie de détection, mais de concevoir un système qui serait ouvert aux autres technos. Et notamment, aujourd'hui, on monte le projet avec beaucoup de détection de surface, mais ce système-là doit intégrer des technologies innovantes et de mesures sous la surface également pour avoir l'éventail complet des risques que peut rencontrer un bateau. Et effectivement, il y a la manœuvrabilité du bateau. Donc là, le fait de travailler avec la classe IMOCA, c'est une plateforme de fiabilisation très importante, puisque c'est un support qui va vite, qui est extrêmement compliqué à gérer. Donc tout ce qui va être fait en collaboration avec l'IMOCA sera très important pour concevoir la suite et appliquer ça au domaine du transport maritime. Alors, avec un objectif calendaire, rappelons-le, qui est quand même très exigeant. Qui est très court, parce qu'on a pour objectif d'avoir une solution fiable, pour le coup, parce que là, les skippers ne prennent pas un départ de Vendée Globe avec des systèmes en cours de développement, donc avec une solution fiabilisée pour le départ du Vendée Globe. Donc ce sera aussi à borner et à bien maîtriser sur le temps qui nous reste en termes de développement. Il y a déjà des avancées qui sont réelles, mais il y a une grosse partie du travail à faire pour arriver prêt au départ du Vendée Globe. Mais on est confiant. Alors, j'avais un petit regret, une question pour Gaëtan, parce que je peux comprendre qu'il y avait la moitié des Ultimes et des IMOCA qui étaient équipés d'Oscar dans sa version actuelle pour la route du Rhum. Et donc, est-ce que tu as eu un retour d'expérience de leur exploitation sur cette dernière route du Rhum?
Non, sur la route du Rhum, non, mais j'ai presque envie de vous dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En général, on est plutôt prévenu quand on a un petit doute. Là, je pense qu'effectivement, beaucoup de bateaux, l'utilisent de façon constante et n'ont pas fait de remarques particulières. Donc pour moi, si j'ai pas d'infos, je suis plutôt satisfait. Bon, bah c'est super. On va aborder maintenant un autre sujet. Alors il est à la fois, il est plutôt au niveau de la surface. C'est le sujet effectivement des conteneurs. Des conteneurs à la dérive, c'est-à-dire des bateaux qui vont perdre leur cargaison parce que mal arrimés, parce que effectivement des conditions d'environnement extrêmement dures. Et donc on se retrouve effectivement avec un nombre très important de conteneurs. Donc il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. D'abord sur la réalité du danger. C'est vrai qu'ils vont flotter. Alors il y a deux catégories de conteneurs. Il y a le conteneur commun qui n'est pas étanche et donc à un moment donné il va couler et puis de toute façon la pesée, c'est-à-dire l'équilibre entre la poussée d'Archimède et le poids est un équilibre instable et donc il descendra mécaniquement, mais ça va peut-être prendre un certain temps ou un temps certain. Et puis il y a des conteneurs qui sont étanches, donc vont rester plus durablement au-dessus de la surface ou entre deux eaux. Ce sont les conteneurs chimiques ou frigorifiques. Et donc on a un sujet, un questionnement là aussi avec des axes d'innovation sur finalement la connaissance de leur position. Alors ça peut être effectivement l'information que diffuse, je dirais, l'armateur lorsque la cargaison est partie à l'eau, mais voilà, il y a des sujets de tagage de certains conteneurs, donc c'est pas encore une obligation réglementaire. Et donc pour nous en parler, donc nous avons Sébastien Huguet. Donc tu représentes la société Eolan, donc c'est un équipementier électronique et donc il travaille effectivement avec des entreprises innovantes dans ce domaine, en particulier C-Trackbox, et c'est un sujet voilà qui vous tient à cœur. Donc c'est voilà un peu la question, ton analyse et les solutions. Ouais, bonjour à tous. Oui, donc on est un petit peu particulier parce que Eolan c'est avant tout un équipementier, un service en électronique. Donc en fait, nous, on travaille pour différents secteurs, que ça soit le naval, mais aussi l'aéronautique, la défense, l'automobile, la santé, le télécom. Comme vous savez tous, l'électronique va un peu partout. Et donc, justement, et aujourd'hui, l'électronique va aussi aller dans les conteneurs. Un sujet qu'on connaît assez bien chez Eolan, puisque on a accompagné des sociétés comme Traxens qui fait du tracking aussi sur les containers, C-Trackbox qui fait un système aussi de localisation pour repérer les containers qui sont tombés. Aujourd'hui, les chiffres sont pas très sûrs, parce que c'est toujours compliqué de savoir combien de conteneurs tombent à l'eau tous les ans. On estime que c'est entre 5 000 et 15 000 conteneurs qui tombent à l'eau sur la planète, donc ce qui est quand même relativement très important. Et comme chacun sait, un conteneur, quand il tombe à l'eau, forcément, tant qu'il n'est pas au fond de l'eau, alors d'un point de vue écologique, c'est pas terrible, mais tant qu'il n'est pas au fond de l'eau, c'est-à-dire que quand il est soit en flottaison, soit entre deux eaux, c'est là où il est plus dangereux. Et surtout entre deux eaux, parce que là, on peut pas, très difficile à détecter, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des règlements internationaux qui demandent à ce que dès qu'un armateur aura perdu un conteneur, devra être capable, entre guillemets, de le signaler, voire de le retrouver. Bon, bien d'accord, quand il a coulé par 300 mètres ou 500 mètres de fond, on va pas aller le chercher. Malheureusement, ça sera comme ça. Mais en tout cas, c'est d'être capable de pouvoir le signaler. Donc aujourd'hui, il y a des sociétés comme C-Trackbox qui ont développé un système basé sur, je dirais, ce qu'on appelle alors c'est des réseaux de communication qui utilisent satellitaires, qui aujourd'hui permettent en fait de pouvoir suivre le conteneur, et notamment lorsqu'il va tomber à l'eau, être capable de détecter et de pouvoir envoyer une information au bateau, voire satellitaire, de façon à repérer où se trouve ce conteneur. Comme tu le disais bien, Frédéric, le conteneur, s'il est étanche, il va flotter beaucoup plus longtemps. Et là il va être dangereux beaucoup plus longtemps. S'il n'est pas étanche, il va rester quelques minutes, quelques heures en flottaison, soit en surface, soit entre deux eaux. Et donc aujourd'hui, les systèmes qui peuvent être mis en place, qui sont en cours d'élaboration, attention, on n'est pas encore sur des produits finis, c'est encore des produits qui sont en cours de développement et de test, d'être capable que lorsqu'il tombe à l'eau, on envoie l'information, et dès qu'il va être entre deux eaux,
on le sait tous, la radio, la communication ne passe plus entre deux eaux, mais il y a un système de flotteur qui va permettre de rester à la surface tant que le conteneur se situera, on va dire, entre une quinzaine de mètres et la surface de l'eau, hein, moins 15 et la surface de l'eau, de façon que le système continue à communiquer. Donc il va pouvoir informer, je dirais, les bateaux et les voiliers qui sont aux alentours, qu'il y a un système, qu'il y a un conteneur qui là flotte et qu'il y a un danger, il y a potentiellement un danger. Alors, forcément, ça veut dire qu'on embarque une balise sur ces conteneurs. Donc, se passe toute une gestion aussi autour de cette technologie, parce que derrière, c'est les armateurs, derrière, il y a des coûts, ça engendre des coûts. Il faut que toute la chaîne puisse accepter de payer ce système-là. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec ces nouveaux règlements internationaux, quelque part, ça force un peu et que quelque part, on ait ce fameux tracking, entre guillemets, de conteneurs lorsqu'il va tomber à l'eau. Après, c'est un système qui sera complémentaire à la solution qui a été évoquée à l'instant, puisque, je dirais, on est tous d'accord qu'en fait, nous, on va détecter, entre guillemets, les containers, mais il y a les cétacés, il y a les buoys, enfin, il y a plein d'autres systèmes, malheureusement, qui tombent aussi à l'eau. Donc, en fait, ces solutions-là vont participer quelque part, je dirais, à être capable de détecter en fait ces fameux objets qui sont pas connus, quoi. En tout cas inconnus lorsqu'ils tombent. Donc c'est effectivement très clair, mais c'est une piste, d'ajout de sources d'informations, hein, qui pourrait être intégrée par le dispositif. En tout cas, le signal émis par le conteneur entre deux eaux, parce que si ma mémoire est bonne, on a fait des essais avec Oscar et un conteneur à l'été dernier, voilà, à partir d'un bateau expérimental, donc d'une structure que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle Céladon. Un petit coup de pub au passage. Oui. Donc nous, en fait, on a enrichi notre base de données avec des images de conteneurs, donc pour permettre à cette intelligence artificielle de définir cet objet identifié, du coup. Mais par contre, clairement, ce que vous dites, enfin le projet que vous avez présenté, c'est une information de plus. Et on est vraiment dans le cadre de la fusion de données. Et je pense qu'aujourd'hui, de façon globale, ce qui marchera demain, c'est tout ce qui sera fusionné. On a besoin de tout le monde pour en fait avancer. Et aujourd'hui, on a des capacités de calcul qui permettent effectivement d'intégrer tout ça et de délivrer une bonne information. Une capacité de calcul et peu consommatrice d'énergie, parce que c'est aussi un sujet à bord des bateaux, hein, qui est celui de la sobriété énergétique. Mais tout ça, c'est effectivement intégré tu veux en dire deux mots ? Oui, justement, parce qu'on est bien d'accord, un conteneur a une durée de vie qui va de 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, le challenge aussi, c'est d'avoir une électronique qui va être capable de durer 10 à 15 ans. Donc forcément, c'est l'électronique embarquée, donc c'est autonome, donc c'est des batteries ou c'est des piles. Et donc aujourd'hui, il y a tout un travail là-dessus sur la consommation, la très très faible consommation, puisqu'avant tout, on ne pourra pas mettre des batteries trop importantes sur le conteneur. En plus, les conteneurs sont quand même malmenés, hein. Quand on voit l'état des conteneurs, ils sont quand même très choqués. Donc il faut que l'électronique soit robuste. Bon, c'est là où Eolan apporte un petit peu sa pierre sur la robustesse, l'étanchéité, et aussi sur toute cette autonomie qui doit être quasiment l'idéal, c'est d'avoir la durée de vie d'un conteneur de 10 à 15 ans. Bon, on n'en est pas encore là. Il faudra certainement à un moment rechanger, je dirais, la pile. Et comme vous le savez bien, un conteneur, il peut partir sur plusieurs années. Il fait à peu près entre 4 et 6 voyages par an. Hein. C'est pas si énorme que ça. Hein. Et donc, forcément, à un moment, il faudra pouvoir récupérer. Donc, il y a toute une logistique qui doit être mise en place aussi pour les armateurs. Donc, c'est un système qui reste relativement... Il peut paraître simple, je dirais, dans la détection. Alors, moi, je dis simple parce que je viens du monde électronique, donc ça nous paraît, simple. Mais après, il y a tout mis dans son contexte logistique, utilisation fonctionnelle pour que, quelque part, ça puisse aboutir, ça puisse être fonctionnel et surtout facilement utilisable et praticable. C'est souvent aussi là les contraintes et les difficultés, je dirais, à surpasser. Merci beaucoup. Je crois que côté Pixel aussi, vous répondez à l'enjeu de la sobriété énergétique
encore plus sur des bateaux. Alors on essaye. Enfin, l'avantage c'est que de commencer par une plateforme de développement qui est un bateau de course à la voile, on a tout de suite l'exigence de poids et de consommation énergétique. Donc là, après on peut décliner sur l'ensemble des autres supports, mais c'est vrai que c'est un enjeu important, surtout que nos solutions sont à vocation aussi de rendre les bateaux plus intelligents, plus verts, etc. On essaye de répondre à ce genre d'objectifs et de problématiques. Donc oui, effectivement, les aspects énergie sont importants pour nous. Donc c'est comment dire, une preuve de plus, je dirais, du caractère très drivant de la course au large pour adresser tous les défis technologiques et qui seront applicables plus aisément sur des cas d'usage beaucoup plus ouverts. On va maintenant passer à un domaine qui est encore plus complexe. D'ailleurs, on dit que quand on regarde si on pouvait voir sous l'eau, ce serait 4 fois plus complexe que lorsqu'on regarde effectivement les nuages dans le ciel. Et donc là, on va s'intéresser à la détection des objets. Je ne sais pas si on peut parler d'objets d'ailleurs, parce que on l'a vu, hein, de l'objet, je dirais, en équilibre comme ça sous l'eau, il y en a pas beaucoup. J'en connais même pas. Et donc, on va principalement s'intéresser, je dirais, aux cétacés, aux mammifères marins, qui constituent une population très diverse. Et là, il y a deux grands sujets. Il y a celui de la collision, et de la collision dans le cadre effectivement de la course au large, parce qu'on est sur des bateaux qui vont très vite, on est sur des bateaux qui sont volants, et donc quand ils sont effectivement en phase de vol, eh ben ils génèrent un bruit qui est très faible, et un déplacement en termes de masse d'eau là aussi qui est très limité, et donc qui sont très difficilement perçus, et donc c'est un facteur effectivement de collision dommageable pour les deux parties. Et puis un autre sujet, c'est celui effectivement de certains cétacés, eh bien, qui viennent perturber la navigation. Là, c'est pas que de la course au large, mais c'est le navigateur hauturier. Donc, on a comme quelques retours avec des orques, et donc on a un besoin technologique, de pouvoir les détecter. On a expliqué tout à l'heure que c'était très complexe, et avec deux voies, de la voie, je dirais, active en émettant un son. Et puis une autre solution qui est simplement d'écouter et essayer de déceler leur présence. Donc pour nous en parler, on a Olivier Adam. Donc tu es à la Sorbonne, tu es chercheur à Sorbonne Université. Tu collabores avec des entreprises qui s'intéressent à ce sujet. On peut effectivement la citer, c'est Sigma, parce que ils ont également répondu. Ils sont implantés à Toulon à l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait émis avec la classe IMOCA. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes degrés de maturité, et on espère pouvoir expérimenter quelque chose au prochain Vendée Globe là, sur de la détection active. Et donc, moi, les deux questions que j'ai envie de te poser, c'est un peu la description de l'écosystème des mammifères marins, qu'est-ce qui les caractérise, et de façon à pouvoir peut-être mieux cibler je dirais les voies de détection et de connaissance, parce qu'on a parlé aussi d'intelligence artificielle et de besoin de données. Et puis quels sont effectivement les axes, les axes pour permettre de mieux les détecter. Et puis après, on passera la parole à un industriel qui a imaginé des solutions. Merci en tous les cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc moi, effectivement, je suis plutôt spécialiste cétacés, donc c'est pas des objets, hein, ce sont quand même des mammifères sensibles, dotés d'intelligence. Alors, il y a plusieurs réponses. On va commencer. Je vais essayer de les faire peut-être dans le désordre. Ça partir un peu dans tous les sens. Mais déjà, la première chose, c'est que moi, je suis persuadé que la solution, c'est les skippers qui l'ont, quoi. Que ce soit des skippers professionnels ou amateurs. Ça, c'est, à mon avis, le début de l'histoire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les données, c'est très bien de les collecter, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir les partager, parce que les données doivent être vues par des éthologues, par des biologistes, enfin par des gens qui ne sont pas sur les bateaux systématiquement. Enfin moi, je suis à Paris, donc j'ai aucune notion de ce qui se passe sur les bateaux de course. Et quand je pose des questions à certains skippers, par exemple, quelles sont les espèces qu'il y a autour de leur bateau, il faut quand même savoir qu'il y a 89 espèces de cétacés. Je suis sûr que la majorité des espèces, les skippers les ont jamais vues de leur vie. Et donc l'idée, c'est de savoir déjà quelles sont celles qui vont interagir et qui vont être
probablement plus susceptibles de faire une collision. Et puis après, on veut savoir comment les collisions se font. Par exemple, sur les orques qui interagissent pour l'instant à Gibraltar, la chose qui est très sympa, c'est que maintenant tout le monde a des smartphones et donc font des images. Et du coup, on est capable de retrouver sur YouTube, et maintenant il y a un consortium qui s'est mis en place, des images d'approche. Et là, on voit ce qui va se passer. Et ça, c'est des informations qui sont juste essentielles si on veut développer des outils. Parce que on a de la chance énorme, et notamment on le voit ici autour de la table, c'est qu'on a de plus en plus d'outils qui sont possibles en 2022. On n'avait pas ces outils-là il y a 10 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, maintenant, on a de plus en plus d'ingénieurs qui sont au taquet sur ce genre de choses, qui peuvent proposer des prototypes, qui peuvent proposer maintenant des solutions clés en main. Là, on met des caméras en tête de mât, ce qui est très bien. On pourrait en mettre aussi sous le bateau pour savoir qu'est-ce que font vraiment les cétacés ou les cachalots ou les orques, etc., directement sur la coque des bateaux, parce que c'est quand même un des points intéressants. Est-ce qu'ils poursuivent le bateau ou est-ce que c'est un simplement accident? D'accord, c'est pas la même chose si vous rentrez dans un arbre ou si l'arbre vous poursuit. Juste des questions de base, vous voyez ce que je veux dire? Et après, on pourra on pourra avancer, en tous les cas, ensemble, vers des solutions qui sont les plus performantes. Alors, c'est deux sujets différents, hein, ce qui se passe avec les orques et les voiliers, et puis les voiliers de course. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les cétacés sont sur la liste rouge, ce sont des espèces protégées. Donc, lorsqu'il y a des cétacés qui s'approchent de vos embarcations, vous n'avez pas le droit de les tuer, par exemple, ou de les mettre en risque, ou de les poursuivre, etc. D'accord ? Donc, c'est quand même des choses qu'il faut tout de suite évacuer comme solution. La solution, c'est plutôt de réfléchir à savoir comment l'interaction ne va pas se faire. Et moi, quand j'avais été démarché au tout début du Vendée Globe par Fabrice Amadeo, en fait, il m'avait demandé ce que je pensais des pingers. Or, d'un point de vue scientifique, les pingers, qui sont des émetteurs acoustiques, d'un point de vue scientifique, quand on lit la littérature scientifique, on s'aperçoit en fait que c'est pas immédiat, ça dépend des espèces, et puis ça dépend aussi de certains comportements dont l'habituation chez les mammifères. On a un phénomène qui fait que quand on répète plusieurs fois la même chose, eh ben on s'y habitue et du coup ça a moins d'impact qu'au début, quoi. D'accord ? Et donc je lui avais dit très sincèrement, moi je sais pas si les pingers aujourd'hui sont la solution à votre demande, à votre problème. Et j'ai juste envoyé un mail la semaine dernière à Vanessa Perrotta, qui est une Australienne et qui justement a publié 2 articles sur l'impact des pingers sur les baleines à bosse, où justement elle remettait en cause l'idée d'utiliser ce type d'émetteur acoustique. Et là, elle devait faire des manips avec Wellsheed en 2022. Et donc je lui ai dit, alors c'est quoi le résultat en avant-première, parce qu'elle n'a toujours pas publié. Elle me dit, on n'a pas fait la manip. Ce que je comprends pas, par exemple, c'est qu'il y a plein d'outils qui sont proposés et on n'arrive pas à aller les tester d'un point de vue, d'aller les tester à côté, quoi. Je veux dire, hein. Donc on fait les tests, on se retrouve à vouloir faire les tests ou à développer des prototypes quand on est en condition en mer. Moi, je comprends qu'un skipper n'a pas envie de valider ou pas valider une situation en particulier. On pourrait faire des tests en dehors des courses. Bon, là, manifestement, ça s'est pas fait. La deuxième chose, alors je sais plus, je dois être à 4e ou 5e, qu'importe, sur ce qui se passe sous l'eau. Bon, les cétacés sont tout le temps sous l'eau, hein, d'accord ? C'est pas une question de savoir s'ils sont à la surface, ils sont tout le temps sous l'eau. Bon, la question de savoir, c'est comment on peut faire pour les détecter. Donc, soit on peut trouver un système d'acoustique active, par exemple, qui pourrait être utilisé et qui est utilisé déjà pour pas mal de choses, y compris pour savoir où est le sol sous vos bateaux, vous l'utilisez en non-stop, soit de l'acoustique active, passive, parce qu'en fait les cétacés émettent des sons. Donc à partir du moment où ils émettent les sons, on peut éventuellement les détecter et puis éventuellement après les localiser. Donc on a quand même des choses qui peuvent être mises en place. Alors sur les voiliers, de la classe IMOCA, enfin les voiliers de course, c'est un peu touchy parce que vu qu'eux ils font sa blinde et puis qu'ils n'ont pas beaucoup de tirants d'eau, voilà, c'est pas évident d'avoir des outils qui sont sous l'eau qui peuvent fonctionner. Mais on peut essayer d'imaginer les prototypes et de voir comment ça peut fonctionner. Peut-être pas pendant toute la route, pendant 100% de leur route, mais dans certaines conditions et se dire ok, voilà, sur un trajet la route de Rome, on va avoir 20% d'utilisation verte parce qu'on sait que avec les conditions de mer, les conditions de navigation, les conditions éventuellement de présence des cétacés sur des routes migratoires,
on est sûr que ça ne pourra pas se produire. Et puis des conditions rouges où on sait pas. Et donc là, on dirait aux skippers, un peu plus de vigilance, parce que là, en tous les cas, tous les outils qu'on utilise sous l'eau pourraient ne pas être performants, quoi. Et la dernière chose, c'est que j'avais dit à Fabrice, écoute, si ton bateau fait pas de bruit, parce que moi je connaissais pas la signature acoustique d'un bateau de course à blinde, peut-être qu'il vaut mieux pas klaxonner, parce que si tu klaxonnes, alors là les cétacés ils vont t'entendre, ouais. Ça correspond à leur fréquence auditive, et donc ils vont se dire tiens, je vais aller voir, hein. Comme nous quand on klaxonne à un mariage, du coup tout le monde regarde la voiture, tu vois ce que je veux dire, alors que s'ils klaxonnaient pas, on regarderait pas. Et donc l'idée c'est de se dire, si on rajoute de l'acoustique active, est-ce que ça va pas être une information à donner aux cétacés qui n'ont rien à faire en fait dans les océans, ils attendent, et s'il y a quelqu'un qui klaxonne, ils vont se dire tiens, je vais aller voir. Ce qui est intéressant, c'est que sur les 89 espèces de cétacés, il y en a, on est sûr qu'elles vont être effrayées, donc elles vont plutôt être discrètes ou s'éloigner de l'embarcation. Et puis il y en a d'autres qui ont un comportement plutôt d'interaction positive, où là ils vont dire tiens, c'est intéressant. Je pense aux globicéphales, aux orques en l'occurrence, à certains dauphins, et même des baleines à bosse qui sont intéressés par ce qu'on fait, des cachalots aussi. Donc là, si ce sont les espèces que vous avez envie d'éviter, il faudrait quand même qu'on teste l'acoustique active avant de les mettre de façon sûre sur toutes les embarcations. Écoutez, merci Olivier, c'est très clair. Donc, pour résumer, une très grande diversité d'espèces, donc chacune avec ses caractéristiques et son mode comportemental, et chacun avec finalement sa gamme de fréquences. Et même au sein de chaque espèce, c'est un peu comme nous, les humains. En vieillissant, on n'est plus non plus dans la même gamme de fréquences auditives, donc ce qui renforce la complexité. Mais cette complexité-là, elle impose effectivement d'accumuler beaucoup de données et de mieux connaître. Et ça, c'est important effectivement de capter, d'intégrer ces données. Et puis après dans les voies, on voit que le pinger d'effraiement, c'est pas la panacée, parce que ça peut être surtout attractif, et c'est fonction des espèces. Après la détection, je dirais active ciblée, effectivement il va falloir je dirais l'expérimenter. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc déjà vérifier qu'on détecte bien dans des conditions optimales, et puis avec effectivement la course au large, un facteur complexifiant supplémentaire, c'est l'intégration sur la coque. Donc on réfléchit à le mettre sur la quille, mais avant de redesigner un capteur intégrable dans la quille pendulaire, on va devoir vérifier que ça détecte. Voilà, c'est pas pour demain le système opérationnel, mais il faut y aller. Et puis la troisième voie, et je vais laisser la parole effectivement à Christophe, c'est l'acoustique passif. Et donc là, il n'y a pas de risque effectivement d'être attractif. Et l'idée, c'est, alors on va peut-être le cibler autour des orques, et donc présenter effectivement la solution. Donc tu es directeur de l'établissement de Cercel, qui est implanté à Brest. Vous avez d'autres implantations en France, en Europe, et vous êtes un acousticien dans le domaine de la recherche sismique, également dans le domaine de la guerre sous-marine, donc côté défense, et puis également dans le domaine de la communication acoustique. Oui, bonjour à tous. Merci Frédéric pour l'invitation. Alors effectivement, nous travaillons sur le sujet de la détection par acoustique passive de cétacés depuis une quinzaine d'années maintenant, avec en premier lieu des applications pour le domaine pétrolier. Celui-ci était le premier à voir l'émergence de réglementations assez contraignantes visant à s'assurer de l'absence de cétacés au voisinage, donc des bateaux qui utilisent des sources sismiques. Voilà, donc ça fait 15 ans qu'on développe des détecteurs automatiques et temps réel qui sont remorqués par les bateaux sismiques. Donc on a acquis une certaine expérience dans le domaine, dans des environnements assez bruyants. Alors certes des bateaux qui naviguent à 4-5 nœuds, mais des bateaux relativement bruyants quand même, avec donc des navigations dans toutes les mers du globe. Donc on a été amené à développer une panoplie de détecteurs couvrant l'ensemble des espèces, des mysticètes aux odontocètes. Voilà, donc le sujet est complexe. On y travaille depuis 15 ans et on continue encore à améliorer nos solutions. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de diversification de nos activités, c'est-à-dire que tout le travail mené pour le secteur parapétrolier ou pétrolier, donc on cherche à le valoriser dans d'autres domaines qui voient aussi l'émergence de réglementations. Je pense aux énergies marines renouvelables.
au trafic maritime, au génie civil, les travaux portuaires, etc. Donc la problématique des collisions, effectivement, n'est pas nouvelle. La détection acoustique n'a pas encore été beaucoup expérimentée, je crois, aujourd'hui pour lutter contre ce problème. Simplement parce qu'elle est pas forcément naturelle. Un bateau est bruyant, ça se prête pas naturellement à l'intégration de capteurs acoustiques qui sont sensibles au bruit, justement. Là, on peut d'une part faire une mesure de signaux acoustiques très faibles, enfin de très faible amplitude, et en même temps, les bateaux peuvent être eux-mêmes bruyants. Bon, un bateau à moteur est naturellement bruyant, mais un IMOCA est probablement aussi bruyant dans d'autres domaines fréquentiels. Donc c'est un domaine complètement nouveau. Alors aujourd'hui, on ne prétend pas avoir de solution. Par contre, on est intéressé pour étudier ce sujet. Et pour illustrer un petit peu notre intérêt sur le sujet, on a commencé à expérimenter certaines intégrations. C'est-à-dire que Sercel développe des détecteurs, donc des algorithmes de détection automatique de vocalises, mais développe aussi des capteurs. Donc des capteurs sur mesure, soit des capteurs hydrophoniques, donc qui vont être sensibles au champ de pression émis par les cétacés, ou alors des capteurs de vibration. Parce qu'on peut penser qu'un cétacé qui vocalise va aussi faire vibrer la coque d'un navire. Et même si l'amplitude est faible, celle-ci peut être mesurée finalement par des capteurs très sensibles. Donc aujourd'hui, on instrumente un navire de Ponant Croisière, le Jacques Cartier, qui a la chance finalement d'avoir 2 hydrophones donc, de coque. Et on instrumente aussi cette coque avec des accéléromètres pour pouvoir comparer les méthodes de détection. Voilà, donc c'est une expérimentation qui a lieu en ce moment. Et on est en cours d'analyse des résultats. Donc on est sur de la détection qui peut être acoustique, qui peut être effectivement plus vibratoire avec des accéléromètres. Ça nécessite effectivement quelque part de s'affranchir de la perturbation du bruit, je dirais, généré par le propre porteur. Et en tout cas, ça nous dresse des perspectives, je dirais, d'expérimentation qui seraient à conduire. Et donc si certains sont preneurs et intéressés, eh bien, Sercel est à votre disposition. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, on a commencé par instrumenter des bateaux de grande dimension. Effectivement, ceux-ci peuvent avoir des zones silencieuses quelque part. Un bateau qui fait 100 mètres, 200 mètres a peut-être des opportunités de position de capteurs silencieuses qui pourront permettre la détection de cétacés. Sur un plus petit navire à voile, avec un tirant d'eau faible, on voit tout de suite les difficultés à intégrer des capteurs. Néanmoins, il reste peut-être des opportunités, et je rejoins l'avis d'Olivier. Effectivement, peut-être que sur une course, il y a des moments, des phases, des vitesses, des allures qui sont favorables à la détection de cétacés. Voilà, mais c'est un domaine qui mérite d'être exploré. Et puis tu as parlé également des signatures de bruit rayonnées par ces navires. Elles sont aujourd'hui mal connues, je crois, et donc il est difficile d'appréhender les portées de détection de capteurs acoustiques. Maintenant, on dispose de toutes les compétences et moyens pour évaluer, pour mesurer ces signatures et estimer, appréhender les portées qu'aurait un système de détection par acoustique passive. Voilà, donc on est disposé à faire de tels essais sur des IMOCA ou sur d'autres navires de course au large. Et sur une gamme de fréquences relativement large qui permettrait effectivement de s'adapter au spectre de fréquences acoustiques des différentes espèces. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on peut travailler sur des fréquences très basses. Je pense au rorqual commun, qui est une des espèces emblématiques et menacée par les collisions. Donc celle-ci peut être difficile à détecter sur des bateaux à moteur. On peut penser au cachalot, qui lui vocalise un peu plus haut en fréquence et qui a de bonnes chances de pouvoir être détecté sur un bateau même à moteur. Sur des IMOCA, on peut penser que le bruit est plus haute fréquence. Voilà. Donc là, il y a une analyse, je dirais, de signature acoustique pour pouvoir appréhender les espèces détectables ou pas. Voilà. Ça va être effectivement un système complémentaire aux autres qui va permettre d'améliorer le taux de couverture ou le taux de surveillance des cétacés.
Écoutez, merci beaucoup et on va pouvoir maintenant prendre les questions de l'auditoire face à ce sujet passionnant. Est-ce qu'il y en a? Moi, je vais peut-être commencer par la première. On l'a posée à la précédente table ronde, puisqu'on a parlé d'automatisation, là encore, de développement technologique. Et je comprends que ce n'est pas non plus exclusif du maintien ô combien important du facteur humain. Donc, comment concilier technologie, facteur humain? Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille aussi avec Olivier sur la sensibilisation auprès des marins, de faire du reporting, de dire ce qu'ils voient aussi, ce qu'ils ne voient pas, pour qu'on puisse aussi renseigner des bases de données et de fait améliorer les bases de données des capteurs qui vont permettre d'identifier des cibles potentielles. Et ça, c'est un travail de fond qui nécessite de la répétition et aussi la compréhension de l'écosystème, de la connaissance de l'écosystème. Donc, potentiellement mettre en place aussi des formations, que ce soit des marins, de la direction de course, pour mettre en place des systèmes, des autonomisations de ces identifications et puis aussi un travail d'anticipation sur les parcours de course. Et là aussi, c'est un travail de l'humain, de recherche, de visualiser les zones à risque et potentiellement de mettre en place des actions pour limiter la vitesse ou des portes pour éviter certaines zones. Et on l'a déjà fait sur des courses, et notamment la Vendée Arctique en 2020. On a baissé d'un degré de latitude une porte qui permettait aux bateaux de passer plus bas et d'éviter aussi potentiellement des zones à risque. Donc le travail de l'humain en complément de la technologie, il est essentiel et complémentaire pour limiter les risques de collision, que ce soit avec les mammifères ou avec les containers également. Donc permettre à l'humain de se concentrer sur sa stratégie et puis sur sa manœuvre et de l'optimiser. Oui, Olivier, et puis après Gaëtan. Oui, je pense qu'en fait, on ne peut pas enlever l'humain dans tout ce système-là. Hein. Déjà, les skippers sont les premiers concernés. Ce qui est bien, c'est qu'ils veulent aller plus loin, ils sont motivés pour aller plus loin, ou elles sont motivées pour aller plus loin, je veux dire. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On ne va pas attendre une réglementation pour savoir que quelqu'un perd un conteneur où il est, quoi. Enfin, là, au moins, on a déjà une volonté de départ qui est quand même assez évidente. Et puis la deuxième chose, c'est que les ingénieurs doivent avoir le retour des skippers, en tous les cas le maximum. Les éthologues ou les gens qui s'intéressent plutôt au monde du vivant aussi, parce qu'à un moment donné, si on veut être un petit peu plus fin et aider en fait et aller vite, parce que là on joue un peu contre la montre, il faut quand même qu'on travaille tous ensemble, de façon confidentielle, de façon secrète, de façon ce que vous voulez, mais en tous les cas, il faut qu'on puisse avancer rapidement. Et si on avance rapidement, ça veut dire qu'on doit avoir accès à la donnée, et la donnée, c'est les skippers et les skippeuses qui l'ont. Oui, donc j'insiste exactement sur ce point-là. Olivier, tout à l'heure, commençait par sa première solution, qui était le skipper. Il est évident que la première analyse d'image que nous pouvons avoir, nous, c'est celle qui est faite par le skipper à bord. Si le skipper met un témoin sur l'image qui l'enregistre, nous, ça nous fait gagner un temps fou et ça nous permet de cibler tout de suite l'objet. Et c'est vraiment... c'est un gain de temps énorme, voire ça nous évite de passer à côté. Donc effectivement, la première solution, c'est le skipper, je confirme. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, Régis. Merci. On a parlé pas mal de course au large. Effectivement, c'est un terrain d'expérimentation qui est très pratique et très contraignant, on l'a vu. Mais du coup, j'imagine que le marché de la course au large ne suffit pas forcément pour justifier des développements aussi complexes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des applications autres possibles de ces technologies ? Oui. Des applications autres, oui, déjà, c'est dans la même volonté que ce qu'on développe actuellement en termes de management de la donnée ou de pilotage automatique, de contrôle de vol, qui aujourd'hui sont appliqués à d'autres supports que des bateaux de course à la voile, de la manière là, on se lance avec cette volonté effectivement de dépasser le support de la course à la voile. Ça peut être appliqué moyennant développement et moyennement, encore une fois, une fusion de la donnée, mais une fusion des métiers et des connaissances, parce que
Je vois qu'on a plusieurs métiers et que avant de fusionner les technologies, il va falloir aussi effectivement communiquer et fusionner sur les problématiques et les enjeux qu'on a. Mais à partir de ce travail-là, l'objectif est aussi de proposer cette solution sur l'ensemble du transport maritime. Il y aura obligatoirement, comme pour le pilotage en vol des bateaux, une phase de développement où il y aura un travail très important sur le modèle de la plateforme qu'on va utiliser, un bateau de pêche, un bateau de transport de passagers, un bateau de particuliers, etc. Mais ces développements-là seront sur la base du système qu'on souhaite mettre en place et qui s'ouvre aux différents... alors, sur de la performance et de la sécurité de tous les supports, qui soient ouverts à toutes les technologies de détection et à tous les systèmes de pilotage automatique. Oui, effectivement, on a parlé beaucoup de la course au large, mais le premier marché qui est juste à côté, c'est celui de la plaisance, tout simplement. Et en fait, aujourd'hui, on a des plaisanciers qui vont de plus en plus loin, qui s'équipent de plus en plus. Juste un chiffre, alors qu'il vaut ce qu'il vaut. Mais nous, on a vendu une trentaine de systèmes sur les bateaux de course, entre les IMOCA et les Ultimes. On ne doit pas en être très loin. Et de façon globale, à travers le monde, on a dû en vendre un peu plus d'une centaine. Donc, vous voyez, ça représente 30%. Pas plus. Donc, il y a 70% d'autres applications qui se font, et que ce soit dans la plaisance, dans le transport maritime, chez les gardes-côtes, à la SNSM, y compris parce qu'effectivement, notre système permet de repérer l'homme à la mer aussi, ce qui n'est pas neutre. Et avec les systèmes que l'on développe actuellement, on arrive à beaucoup mieux traquer l'objet, donc on peut le suivre, et on trouve de nouvelles applications de façon générale. Je pense que tous les navires aiment mieux connaître leur environnement global. Et notre dernier système regarde à 360. Donc lui, il trouve sa place effectivement sur les moteurs yachts, voire sur le shipping. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit. Donc la course au large ouvre des voies. Et effectivement, autour de la course au large, il y a des possibilités multiples. Vas-y. Un petit complément aussi, parce qu'on a parlé là, c'est le thème du débat des objets non identifiés. À savoir aussi que dans la technologie là, d'être capable de détecter où se trouve le conteneur lorsqu'il est tombé à l'eau, derrière tout ça, il y a aussi tout un système de traçabilité, puisqu'en fait aujourd'hui, c'est là aussi l'intérêt de tous les armateurs, et notamment des clients finaux, d'être savoir est-ce que le conteneur en question il est bien parti du port de Shanghai pour venir en Europe. De temps en temps, le conteneur va rester plusieurs semaines alors que soi-disant il devait être parti. Donc il y a aussi tout le système de traçabilité qui devient aussi intéressant, hormis le fait qu'il soit tombé à la mer, mais tout ce qu'il peut savoir où se trouvent les conteneurs, est-ce qu'ils sont partis, est-ce qu'ils sont en mer, est-ce qu'ils sont bien arrivés. Donc il y a toute la chaîne logistique du transport qui est aussi intéressée par ce système de traçabilité. Donc on voit bien que ça concerne certes la partie, on va dire, localisation, mais aussi cette partie, je dirais, traçabilité globale qu'on n'a absolument pas aujourd'hui sur l'ensemble des conteneurs. Quand un conteneur quitte l'entreprise de fabrication, quel qu'il soit, partout dans le monde, derrière, après, on ne sait plus où il est. Et on ne sait pas s'il va arriver. Et, voilà. Et donc, nous-mêmes, en tant que consommateurs de composants électroniques, forcément, les composants, comme tout chacun sait, viennent de Chine, majoritairement. Mais on est des fois tributaires et on attend les composants et on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils vont arriver, par quel bateau. Et on peut avoir 2, 3, 4 semaines de retard qui se cumulent déjà à la crise des composants qu'on a pu subir. Je me permets juste de faire un petit clin d'œil parce que vous avez parlé de Fabrice Amadeo. Et à savoir que Éolane était sponsor de Fabrice Amadeo qui a fait le dernier Route du Rhum, qui malheureusement n'a pas été au bout puisqu'il a eu un petit problème sur son bateau et malheureusement le bateau a coulé. Donc aujourd'hui, on embarquait des systèmes aussi de mesure. Éolane a travaillé sur des systèmes de mesure de particules fines dans la mer, que ce soit notamment de plastique, etc. Et on a travaillé sur ces appareils. Donc malheureusement, les mesures aujourd'hui, on ne les aura pas parce qu'elles sont malheureusement au fond, quoi. Restons humbles face à l'océan.
Mais on voit que toutes ces technologies, elles ont des marchés, elles s'adressent à des marchés, je dirais, très diversifiés. Je retiens aussi ce qu'a dit Vincent sur finalement le pilotage en sécurité des bateaux volants. Et là, c'est une autre perspective dans le développement du maritime. Mais le bateau volant, c'est pas simplement pour faire de la vitesse et je dirais du fun. Ça permet effectivement un meilleur confort à la mer, un transport qui résiste mieux aux mauvais états de mer et surtout un transport beaucoup plus économe par rapport à la consommation. Et là, on retrouve effectivement un autre objectif qui est celui du bateau zéro carbone à l'horizon 2050. Et donc finalement, tout cela converge et ça concourt aussi à notre objectif de protection de l'environnement. Et puis on voit l'acoustique, les débouchés sont multiples, et là aussi dans la surveillance, la connaissance de l'océan. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Non. Eh bien, les appétits se sont peut-être ouverts avant un moment de convivialité. Donc, je vais remercier en votre nom nos panélistes pour vraiment la richesse des sujets qu'ils ont abordés. Un grand merci, bravo et tous nos encouragements pour toutes ces innovations. Et vous voyez, toutes ces innovations qui sont en terre bretonne. Et je remercie également la région Bretagne de nous accueillir sur son stand. Voilà, merci à tous et on peut vous applaudir. Et je propose aux panélistes et 2 tables rondes de nous rejoindre. On va faire une petite photo de groupe.